Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 26 mars et à la une de cette édition, la grève du SNUPP a débuté ce matin. Pas moins d'une cinquantaine d'enseignants se sont rassemblés devant le vice-rectorat en réponse à un appel à la grève nationale. Ils demandent notamment le retrait des réformes de la fonction publique et du projet de loi Blanquer adopté en première lecture le 19 février dernier. Tous dénoncent des suppressions d'heures de travail et s'inquiètent du possible regroupement des écoles avec les collèges. Des demandes nationales auxquelles se sont ajoutées celles propres au 101e département. Le rassemblement s'est poursuivi par une audience entre les syndicats et les représentants du vice-rectorat. Un reportage de Marion Tellier. Si la pluie a bouleversé le programme de ces enseignants grévistes, elle ne les a toutefois pas découragés à se mobiliser devant le vice-rectorat. Au total, 55% des enseignants du premier degré ont répondu présent à l'appel national à la grève lancé par les syndicats de l'éducation nationale. Ce rassemblement s'inscrit dans un calendrier de lutte qui est très important, que ce soit ici en métropole, c'est-à-dire de lutte globale face au projet de ce gouvernement, tant sur l'éducation, puisqu'on voit qu'il y a des nombreux sujets qui sont inquiétants. Bon, la situation à Mayotte n'évolue pas dans le bon sens, c'est une évidence, mais même au niveau global, les annonces de ce gouvernement, que ce soit au niveau des regroupements, écoles primaires, collèges, que ce soit par rapport à la casse de la fonction publique qui est annoncée, sont plus qu'inquiétants. Donc aujourd'hui, je pense que l'ensemble des personnels sont rentrés en mode résistance. Et aujourd'hui, c'est probablement le début d'un mouvement plus profond et plus long. Le SNUIPP, FSU, FAEN et CGT Éducation Mayotte ont été entendus par le chef de cabinet du vice-rectorat à 10 h ce matin dans le cadre d'une audience. Au cœur de leurs revendications, la réforme de la fonction publique ou encore le retrait de certaines réformes du projet de la loi Blanquer. Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en février dernier inquiète les syndicats. Ils dénoncent un projet qui bouleverse le système éducatif en l'adaptant aux diktats de l'austérité budgétaire. Des revendications nationales auxquelles viennent s'ajouter celles locales, à l'instar d'une demande d'augmentation de l'indexation des salaires à 53% ou encore les problématiques liées à l'ancienneté générale de service. On a des collègues qui ont plus de 20 ans d'ancienneté qui, par rapport au reclassement, par rapport à beaucoup de choses, se retrouvent lésés et qu'ils sont qu'à l'échelon 3 ou à l'échelon 2. Aucune considération n'est mise en place par rapport à ça. Pour les syndicats, cette audience était davantage l'occasion de dresser une nouvelle présentation des revendications que d'entreprendre des négociations. Ils ont plus tard déclaré que la grève illimitée serait maintenue tant que les questions d'indexation des salaires et de négociation quant à la reprise en compte de l'âge général d'ancienneté n'auront pas été traitées. Un nouveau rassemblement est prévu demain à 8 h sur la place de la République. Chacun aura pu le remarquer, le chef-lieu est actuellement sujet à des travaux qui doivent changer le visage de Mamoudzou. Les chantiers se multiplient alors même que la mandature arrive à son terme. Si certains y voient là un coup politique, la municipalité assure que les choses suivent leur cours. Après un début de mandat marqué par le lancement des projets, ces derniers sortent aujourd'hui des cartons. Néanmoins, entre le bruit, les problèmes de circulation et de stationnement, nombreux sont ceux à se plaindre. L'adjoint au maire chargé de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité a souhaité leur répondre. Au montage, Leslie Vimonet. C'est à vitesse grand V que le chef-lieu va changer de visage. Une mue indispensable, mais qui n'est pas sans causer quelques désagréments. Pour Sidina Djaïeddine, il convient de prendre son mal en patience et de se réjouir des évolutions à venir. Les travaux vont pleuvoir à Mamoudzou. On vient de démarrer et ce n'est que le début et ça va s'amplifier. Oui, ça va engendrer pas mal de problèmes. Oui, ça va engendrer pas mal de bruit. Oui, ça va engendrer plus encore de problèmes de circulation, mais on n'a pas le choix. On a communiqué, c'est vrai, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué, mais on est en train de le faire aujourd'hui, c'est pour que ça puisse se savoir. On va continuer ainsi, mais il faut transformer Mayotte, il faut transformer Mamoudzou, et comme on le dit, Mamoudzou c'est la tête de pont. Et tout le temps on dit que Mayotte est sous-développée. Et nous on a pris la municipalité portée par Marjani a pris l'engagement de développer Mayotte, développer Mamoudzou. Voilà, c'est pourquoi du comment vous allez voir que des travaux vont continuer à s'amplifier sur le territoire de la ville de Mamoudzou. Plusieurs commerçants se plaignent d'une baisse de leur activité en raison de la multiplication des travaux, notamment ceux aux abords de la barge. Idem pour les automobilistes qui pour certains s'insurgent de ne plus pouvoir se garer dans le centre du chef-lieu. Dans la journée, la population de Mamoudzou double.
parce qu'on a tout Mayotte qui vient sur Mamoudzou. Est-ce qu'aujourd'hui, la ville de Mamoudzou est en capacité d'apporter un parking par personne? Impossible. Non, impossible. Alors, on a mis en place récemment, on a essayé de faire proposer des solutions comme le covoiturage. Il y a des gens qui sont en des couples. Il y a des couples et chacun dans ce couple-là, il y a des gens qui ont chacun sa voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ne pas faire le choix de prendre une seule voiture? Pourquoi ne pas se garer? Il y a aussi des parkings qui sont en dehors de Mamoudzou parce que ce qu'il faut aussi dans le périphérique, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne, il y a une fonctionnalité de la circulation dans Mamoudzou Centre, il faut permettre aussi Mamoudzou Centre de respirer. En attendant de pouvoir respirer, Mamoudzou risque de vivre en apnée durant les prochains mois, tant les chantiers sont nombreux. Les grands travaux qui vont changer la phase de Mamoudzou, c'est déjà le transport en commun qui est porté plutôt par l'Académa, la communauté d'agglomération qui est présidée. Mamoudzou est concerné. Voilà, concerné, parce qu'il faut savoir, à la base, c'est un projet de la ville de Mamoudzou qui a été transféré après à l'Académa, mais on sait aussi que l'Académa est présidée par le même maire de Mamoudzou, M. Mohamed Majani. On a la création, en fait, l'éclairage public. On va éclairer Mamoudzou du rond-point de Haut-Vallon jusqu'à Tsunzu 2. Il y a le gymnase. Ça, c'est avant la fin du mandat de Majani? Oui, c'est avant la fin du mandat de Majani. En passant par la rocade. En passant par la rocade, tout. Et ici même, vous allez toucher directement la route départementale qui passe devant le studio Kwezi est concernée aussi. Très bien. Il y a le gymnase de Mungombani qui va démarrer incessamment sous peu. Il y a les 3 plateaux couverts, c'est quasiment des gymnases, celui de Kawini, du Baobab et de Vaïbé. Il faut ajouter à cela les logements sociaux et les travaux du NPRU de Kawini, les travaux de voirie ou encore le stade de Mtsapéré, même si la municipalité en place espère être réélue en 2020 afin d'aller au bout de ces grands projets. Tout autre sujet maintenant, Mayotte est un formidable terrain de jeu pour tous les professionnels de la photographie. Problème, il est bien difficile de vivre de la photo sur le territoire. C'est dans ce contexte qu'est née la Banque d'images de Mayotte. À l'initiative de Marc Alaria, elle est aujourd'hui la référence en matière d'archives photographiques. Des centaines de clichés ont été réalisés et sont accessibles via un abonnement. Des entreprises ou encore des médias ont déjà souscrit à cette offre unique en son genre à Mayotte. Écoutons plutôt Marc Alaria lors de la matinale de Kwezi. C'est une offre commerciale à la base, c'est-à-dire qu'on a un catalogue de photos. Alors je ne suis pas seul dedans, je disais tout à l'heure, là aujourd'hui on est 9 photographes différents, donc chacun sa spécialité, l'animalier, le paysage, le social, etc. Et les photos qui sont proposées peuvent être utilisées, comme on voit celle-là par exemple, plus sur du tirage artistique, de la décoration murale, et puis il y en a certaines autres qui sont un peu plus courantes, qui peuvent être utilisées par la presse. En fait, ça dépend du regard du client. Il a le droit de prendre la photo, d'en découper qu'une seule partie, de la modifier. Voilà, il faut laisser un peu libre cours. Mais vous, quand vous faites, quand je dis vous, c'est vous les photographes, au sein de cette banque d'images, quand vous faites les photos, vous vous dites, ça sera plus pour la presse, pour l'actu. Il y a des moments où... Il y a des fois, je monte à Mamoudzou, je prends mon appareil photo avec moi parce que je sais que je vais passer, ils ont changé les lettres du conseil général en conseil départemental. Je dis, bon, allez, je vais aller faire une photo. Je me doute que personne achètera ça pour l'encadrer en 4x3 dans la chambre. Mais, peut-être. Hein. Mais je sais que, ça a été le cas d'ailleurs, je sais qu'elle a été téléchargée par des médias et que c'est paru dans un journal d'actualité. Donc oui, dans ce cas-là, oui, je pars pour la banque d'images. Après, quand je vais sur le lagon ou quand j'envoie le drone, en général, on essaie de faire la photo la plus belle possible. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Dominique Ledémé, chargé de mission pour le ministère du Travail. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour évoquer la mise en place du conseil de prud'homme à Mayotte. Ma première question, elle est simple. Qu'est-ce qu'un conseil de prud'homme? Alors, un conseil de prud'homme, c'est une juridiction à part entière qui est chargée de régler tous les contentieux qui opposent dans le secteur privé un employeur et un salarié. Et la particularité du conseil des prud'hommes, ce n'est pas des juges professionnels, mais donc on est jugé par ses pairs, c'est-à-dire par des conseillers salariés et des conseillers employeurs. On va venir sur cette partie. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va être mis en place le 1er janvier 2022, donc on a encore un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce que ça va changer pour Mayotte? Parce qu'il existe quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas un vide juridictionnel. Concrètement, il existe le tribunal du travail, qu'on a renommé tribunal du travail des prud'hommes depuis le 1er janvier 2018,
qui est une juridiction issue d'une loi de 1952. Je crois qu'il existe un tribunal du travail à Mayotte et à Wallis et Futuna. Et donc, sur le fond des contentieux, en fait, ça sera les mêmes contentieux. Ceux qui sont portés aujourd'hui au Conseil des prud'hommes, au tribunal du travail, seront ceux qui seront portés au Conseil des prud'hommes. Sauf qu'aujourd'hui, le tribunal du travail et des prud'hommes, c'est un juge professionnel qui est assisté par 2 assesseurs. Demain, les juges, ça sera les représentants des salariés et des employeurs. Donc sur le fond, pas de changement, c'est la juridiction qui est complètement différente. Ça change quand même la manière de juger forcément. Est-ce que ça va changer quelque chose sur les décisions qui seront prises ou pas forcément? Alors, probablement oui. Sur le fond, on devrait dire non parce que le droit s'appliquera de la même façon. Sauf que, mais déjà, la formation d'un juge professionnel, ça dure de nombreuses années. Là, les conseillers seront formés, on en parlera peut-être tout à l'heure, assez rapidement. Et puis, ce qui est intéressant dans le Conseil des prud'hommes, c'est que c'est une décision collective puisque rapidement, on a 4 conseillers et il faut une majorité. Il faut une majorité, ça veut dire que il y a un dialogue et c'est pas les 2 employeurs ou les 2 salariés, c'est forcément, il faut être 3. Et si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, là, c'est un juge professionnel qui prend le relais. Donc, on a une approche. Les conseillers connaissent bien le milieu du travail, c'est des gens qui sont en activité et donc on a forcément une approche différente. Donc, potentiellement, une décision qui peut effectivement être différente. Vous connaissez bien Mayotte, ça fait plusieurs années que vous venez, notamment pour cette mise en place du Code du travail, oui. 1er janvier 2018. Ça suit son cours, c'est la prochaine étape, le Conseil des prud'hommes. Il y a encore des choses aussi à faire avant, notamment les conventions collectives. Oui, il y a des choses à faire auparavant qui ne sont pas directement de la responsabilité de l'État, qui sont plutôt de la responsabilité des partenaires sociaux, comme effectivement la mise en place des conventions collectives nationales, avec ou sans adaptation à Mayotte. Puis là, ça sera les partenaires sociaux qui vont décider. On a encore quelques textes dont on avait différé l'application, comme la mise en place du chèque emploi-service, qui vont se mettre petit à petit. Mais effectivement, le dossier important, c'est la mise en place du Conseil des prud'hommes. Et je crois qu'on peut dire, au 1er janvier 2022, avec la mise en place du Conseil des prud'hommes, on sera effectivement dans une application complète du droit du travail à Mayotte, du Code du travail. Vous évoquiez cette partie formation. Justement, ce week-end, il y a eu un séminaire. Vous avez dirigé ce séminaire. Oui. Il était destiné aux personnes de droit, aux magistrats, mais aussi aux syndicats salariés, patronaux. Comment on forme les futurs conseillers prud'homaux? Alors ça a été une réussite, parce qu'on avait un peu fait exprès de le faire un samedi en disant on va tester un peu la motivation. On l'a appelé le séminaire des vocations. On a été agréablement surpris, 110 personnes, c'était quand même important, et une forte participation. Alors effectivement, avec beaucoup de représentants des organisations syndicales ou des salariés, des employeurs, il y avait une participation importante aussi des avocats. C'est intéressant de le dire parce qu'il y a eu un débat et c'est pas toujours qu'il y ait ce débat-là. Et donc sur la formation, on est bien conscient qu'aujourd'hui, contrairement en métropole où il y a les anciens qui passent le relais aux nouveaux, là, les 30 conseillers prud'homaux vont être des nouveaux. Et donc, avec le ministère de la Justice et le ministère des Outre-mer, on a mis en place un plan de formation pour former à ce qu'on appelle les prérequis, c'est-à-dire la connaissance de base du Code du travail sur tout ce qui est contrat de travail, puisque ça va tourner autour du contrat de travail. Puis dans un deuxième temps, pour ceux qui seront désignés comme conseillers prud'hommes, on leur a une formation à la procédure judiciaire, parce que faut le délibéré, la rédaction du jugement, donc l'éthique du juge, parce que quand on est juge prud'homal ou juge professionnel, on est soumis aux mêmes éthiques. C'est une charge importante, c'est une responsabilité importante. Hein. Vous savez, quand on parle du secret des délibérés, de l'impartialité du juge, c'est des notions. En le disant, on mesure toute l'importance. Et donc, il y aura une formation qui est faite en binôme, l'Institut national du travail, donc sur la partie plus droit du travail, et puis l'École nationale de la magistrature. Début janvier, moi j'étais déjà présent, on est venu avec des représentants des 2 écoles et qui sont en train de nous préparer un plan de formation adapté à Mayotte aussi. Comment sont désignés ces conseillers? Parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément à Mayotte ce conseil. Même de manière générale, sur l'ensemble du pays, ce n'est pas quelque chose qui est très connu. Non, parce que jusqu'à 2018, ils étaient effectivement
élus. Maintenant, ils sont désignés. Alors, la procédure est assez simple, mais elle s'étale. Elle va démarrer pratiquement fin 2020 pour début 2022. Il y a d'abord ce qu'on appelle la mesure de représentativité, c'est-à-dire qu'on va mesurer quel est le poids de chaque organisation syndicale et de chaque organisation professionnelle patronale. Une fois alors c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout les élections dans les entreprises. Une fois qu'on a le poids de chaque organisation, on répartit, il y aura 15 sièges pour les employeurs, 15 sièges pour les salariés, on répartit entre les différentes organisations. Sur cette base-là, les organisations syndicales et patronales font une proposition, en sachant qu'il faut la parité, c'est un homme et une femme, un homme et une femme. Donc ils font une proposition, et c'est le ministère de la Justice qui après prend un arrêté de désignation. Il n'y a pas de contrôle sur le fond, le ministère de la Justice va vérifier simplement que les conditions pour être conseiller prud'homal soient effectivement respectées. Et donc ça se fait, les désignations, donc conseiller prud'homme 1er janvier 2022, les propositions des organisations syndicales au mois d'avril 2021, donc ce qui nous permet à partir du mois de septembre 2021 de former ceux qui vont effectivement siéger de façon un peu plus approfondie. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une vraie demande, et il y a un vrai intérêt pour ce conseil. Quels sont aujourd'hui les manques en termes de droits qu'il y a à Mayotte? Est-ce que vous aviez des personnes qui effectivement partaient de rien ou parce qu'il existait quand même déjà une institution qui fonctionnait? Il y a deux choses. Il y a des manques parce que les personnes ne connaissent pas forcément leurs droits, qu'ils soient employeurs ou salariés. Donc en parallèle avec la mise en place du Conseil des prud'hommes, on travaille aussi avec les collègues de la justice sur comment on met en place des services d'accès aux droits, des bureaux d'accès aux droits, parce que peut-être que aussi le Conseil des prud'hommes il va y avoir un appel d'air en termes de procédure. Et puis aussi, alors moi j'attache beaucoup d'importance à ça, et vous savez que la première étape du Conseil des prud'hommes, c'est une audience de conciliation. Donc on est à huis clos, c'est pas public. On tente de trouver une solution à l'amiable. Et dans la culture mahoraise, ça a du sens, beaucoup plus de sens que ça peut avoir aujourd'hui dans la culture parisienne ou ailleurs, parce que la conciliation, c'est quelque chose qui est aussi un des fondements de la société mahoraise. Donc on peut avoir, si les gens sont formés, on peut avoir un conseil de prud'homme qui surprenne sur son taux de conciliation, notamment par rapport à ce qui se passe en métropole. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces évolutions? Vous avez suivi cette application et qui va se poursuivre avec jusqu'en 2022 le Conseil de prud'homme. Quel regard vous portez? C'est allé vite? Moi, je suis agréablement surpris. Quand je vois le chemin parcouru depuis 4 ans, ça a été un diesel. Ça a démarré un petit peu lentement. Il y a eu un round d'observation entre l'État que je représentais, les partenaires sociaux, un petit peu. Puis, au fur et à mesure, on a appris à se connaître, à se faire confiance, à se respecter. Et aujourd'hui, on est arrivé effectivement à je pense, une forme d'apaisement, mais aussi de détermination. On sait que les enjeux à venir, que ce soit la recréation de la commission consultative du travail, la mise en place des instances comme le CREFOP, comme il y a plusieurs instances, et on a une vraie dynamique de négociation entre les partenaires sociaux entre eux, puisqu'il y a des réunions, ils se réunissent, puis avec l'État. Bon, tout n'est pas encore calé, mais moi je suis agréablement surpris du chemin parcouru depuis 4 ans. Je dois le dire. Donc. Il y a encore du travail. Vous allez encore venir à plusieurs reprises jusqu'en 2022? Oui, là, le ministère du Travail m'a demandé de faire de prolonger un petit peu, donc notamment sur la mise en place du Conseil des prud'hommes, mais aussi dans la mesure où les services déconcentrés de la direction du travail a besoin éventuellement d'un petit coup de main. Je suis disponible, donc il y a sur l'accompagnement du dialogue social, c'est-à-dire continuer ce qu'on a commencé sur aider au dialogue les organisations syndicales et les organisations patronales. Je pense que le courant passe bien, donc c'est aussi pour ça que le ministère, et par exemple la ministre du Travail, quand elle est venue en novembre, elle a été étonnée de la qualité des échanges. Donc effectivement, on m'a demandé, je serais amené à revenir quelques fois, je ne sais pas encore combien de fois, mais quelques fois. Vous reviendrez sur notre plateau? Si vous m'invitez. Avec plaisir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Dominique Ledémé. Merci. Un directeur d'école accusé de viol, Annick Girardin, à Mayotte en avril prochain, ou encore un préavis de grève à la mairie de Koungou. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au bref de ce mardi 26 mars. L'intersyndicale de la mairie de Koungou vient de déposer un préavis de grève qui débutera le 1er avril prochain. Les syndicats montent au créneau face à la mise au placard de certains agents depuis plusieurs années. Ils réclament de nouvelles primes pour les agents
des locaux syndicaux, la mise en place du règlement intérieur, d'une mutuelle et d'une assurance des agents. Ils exigent par ailleurs la fin des discriminations, le respect envers les agents sans les politiser, la fin des intimidations, de nouvelles intégrations et des titularisations d'agents. Ils demandent à l'exécutif de la municipalité de mettre en place des tickets restaurants, un comité hygiène, sécurité et conditions de travail minimum 3 fois par an. Le mouvement revêt un caractère illimité et risque d'être très suivi par les agents de la municipalité. L'intersyndicale espère néanmoins pouvoir rencontrer le maire rapidement afin d'éviter d'en arriver là. Mohamed Maoulida, instituteur directeur d'une école de Toujani, a été interpellé mercredi dernier sur son lieu de travail et placé en garde à vue pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Il aurait abusé de ses fonctions il y a 3 ans pour violer une maman d'élève dans le cadre de ses fonctions de directeur d'école. Suite aux perquisitions menées par la police, des documents, un matelas et un tapis ont été saisis. Présenté au juge vendredi dernier, l'enseignant a été mis en examen pour viol par personne abusant de son autorité. Il a également été mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Ce viol d'une élève de son établissement aurait été commis en 2009. Il n'y a donc pas prescription. En effet, s'agissant d'affaires de crimes sexuels sur mineurs, la prescription est depuis août 2018 étendue à 30 ans après la majorité de la victime. Le syndicaliste a été placé sous contrôle judiciaire. En attendant le procès, la présomption d'innocence prime. Néanmoins, interdiction lui est faite d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer toute activité impliquant un contact régulier avec les mineurs. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est attendue à Mayotte du 20 au 23 avril prochain. Comme elle l'avait promis, elle vient pour faire un point d'étape sur l'avancement des mesures du plan pour l'avenir de Mayotte. Une visite ministérielle qui se fait également au moment où le conseil départemental est en pleine tourmente, avec notamment la mise en examen de son président pour prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt. Néanmoins, la ministre aura principalement à cœur de rassurer la population mahoraise sur la continuité des efforts du gouvernement et notamment sur les annonces que pourrait faire Emmanuel Macron en juin prochain. Nul doute que les élections européennes seront également dans l'esprit de la ministre à l'heure où Mayotte accueille la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. 3 jours qui s'annoncent donc très chargés et espérons-le riches en annonces. On termine ce journal avec cette réunion qui a eu lieu cet après-midi. Le comité stratégique de la mission interservice de l'eau et de la nature de Mayotte s'est donné rendez-vous pour la signature d'un protocole d'accord entre le préfet, le procureur de la République et l'Agence française de la biodiversité. L'assemblée composée des acteurs locaux comme la DAF, l'ARS, l'ADEAL, mais également les forces de l'ordre, a permis de fixer les objectifs à atteindre en 2019. Compte rendu, signé Paul Arthur Avit. Aujourd'hui se réunissait le comité stratégique de la mission interservice de l'eau et de la nature de Mayotte. Présidé par le préfet et le procureur de la République, un protocole d'accord avec l'Agence française de la biodiversité a été signé en présence des acteurs locaux. L'objectif, c'est de partager nos grandes orientations en matière de protection de l'environnement, parce que c'est nécessaire de protéger, c'est une impérative de protéger l'environnement de Mayotte. Sinon le risque, c'est des conséquences en matière de vie pour les habitants, de destruction de cet environnement, de perturbation, ça peut aller jusqu'à des perturbations climatiques, ça peut aller jusqu'à la destruction du lagon, au fait que le lagon soit fortement endommagé. C'est ça qu'il fallait faire, partager un référentiel de mesures d'action concrètes. Des actions concrètes pour mettre au point les objectifs communs permettant de protéger les captages d'eau potable, la forêt ou encore de lutter contre le braconnage. Une manière de préserver les richesses naturelles de l'île au lagon. C'est une convention très importante pour le territoire qui fait suite à cette volonté qui est affichée surtout depuis l'année dernière d'œuvrer pour la préservation de l'environnement, notamment d'aller au-delà des mots, c'est-à-dire passer par des actions concrètes qui montrent à la population qu'aujourd'hui il y a urgence à agir en matière de préservation de la biodiversité. Une urgence qui va pouvoir être traitée durant l'année 2019. Car une chose est sûre, il n'y a plus de temps à perdre en matière de protection de l'environnement. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h en direct sur KTV pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.